J'ai 15 ans et je suis en première, ce qui veut dire que j'ai sauté 2 classes. Mais pourquoi, alors que j'ai tout pour réussir, j'ai tout lâché en me tapant des 5, des 2 et des 0? La réponse est dans le titre. Et je dis pas ça parce que j'ai la haine envers l'école. Sérieux, si t'es étudiant et que tu te sens pas concerné, écoute-moi bien car tu dois vite changer d'avis. J'aimerais te dire que c'est pas un conseil mais un ordre, mais bon, je suis pas ton père, alors c'est à toi de décider. Et j'espère sincèrement que cette vidéo t'éclairera à ce sujet. Déjà, remettons les pendules à l'heure. Je parle de l'école française. Et cette vidéo va se présenter en 3 actes, en commençant par pourquoi l'école n'est pas adaptée au monde d'aujourd'hui. En 30 ans, le monde a changé. Beaucoup changé, mais 90% de l'école date de 1995. Regardez ces avant-après entre 1995 et 2025, vous voyez bien qu'on vit plus dans le même monde. Et je sais ce que vous vous dites, oui le programme scolaire a changé, mais c'est rien comparé au changement du monde. Ok, il y a l'apparition de l'informatique, plus de travaux de groupe et un savoir plus moderne, revu à la baisse d'ailleurs pour le français et les maths. Mais quand on regarde le PC de 1995 et le téléphone de 2025, on se rend bien compte que c'est pas du tout suffisant. Ce que ça engendre, c'est une éducation parfois inutile et souvent lacunaire. Il y a plein de choses qui manquent à l'école. Bon, pour commencer, qu'est-ce qui est inutile en classe? L'histoire, on fait 3 fois le même programme en 15 ans. Je veux bien qu'on soit obligé de repasser sur certaines notions, comme la Seconde Guerre mondiale, car tu peux pas tout dire à un enfant de 6 ans. Mais dans ce cas, on fait toute l'histoire basique et simplifiée en primaire. Ensuite, au collège, on l'enlève pour la remplacer par une matière plus utile au développement social et cognitif des élèves. Et au lycée, on repasse dessus intégralement en réexpliquant tout en détail. Pour le français, je comprends pas l'intérêt d'étudier des textes qui datent d'avant la Première Guerre mondiale, qui n'ont en plus pas forcément d'intérêt aux yeux des élèves. Autant faire des études de livres ou de films qui leur plairont réellement. Ce serait juste gagnant-gagnant car ils seraient enjoués à venir en cours et les profs aussi. En plus, il y aurait des meilleures notes car quand tu aimes quelque chose, tu travailles beaucoup plus dessus. Après, la SES, ou Sciences économiques et sociales, c'est juste une énorme déception pour ma part. Parce que c'est des notions très simples qui sont enrobées avec des termes compliqués pour te faire croire que c'est stylé. Mais non, c'est juste claqué au sol. C'est uniquement de la théorie. Et quand tu fais de l'économie, c'est pour faire de la thune, pas étudier des graphiques qui datent d'il y a 10 ans ou qui existent juste même pas. Sérieux, faire de la pratique comme de la gestion de capital, tout le monde aurait aimé. Pour les maths comme pour la SES, il y avait tellement moyen de rendre ça intéressant. Des TP où tu dois utiliser des notions complexes pour résoudre un problème plausible, ça aurait été tellement sympa. En fait, on arrive à la partie lacunaire de l'école. Ils ont commencé un truc génial, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Ils ont intégré au système les travaux de groupe, mais ils n'utilisent pas le potentiel du truc. Quand les TP sont bien faits, ils nous amusent et on devient beaucoup plus productif. Ils permettent aussi de stimuler notre cerveau et donc de pas nous ennuyer en cours. Et ouais, notre cerveau n'est pas fait pour écouter quelqu'un 8 heures parler d'un truc qui 80% du temps ne nous intéresse absolument pas. À vrai dire, on habitue les élèves à rester passifs et à regarder le prof sans rien dire. Or, la meilleure façon d'apprendre, c'est via l'exercice, via l'activité mentale. Et donc via les travaux de groupe ou même les TP. Et même si notre cerveau est capable de résoudre des problèmes complexes en TP, étant donné qu'il n'est pas souvent sollicité, on devient con. Et pour s'adapter, les profs vont de moins en moins vite et reviennent plusieurs fois sur les mêmes notions. Donc on utilise encore moins notre cerveau, les cours deviennent plus lourds pour s'adapter et ainsi de suite. C'est un putain de cercle vicieux. Après, me direz-vous, il y a quand même des questions qui sont posées en cours et on fait des exercices pour s'entraîner. Et c'est parfaitement vrai, mais soyons honnêtes, c'est pas super fun. Bon, je vais pas tourner autour du pot indéfiniment, alors reparlons des cours et surtout de certaines matières. Comme le PS, qui est utile ou plutôt indispensable. Mais comment ça se fait qu'on en fasse que 2 à 4 heures par semaine et majoritairement des sports inutiles, comme du ping-pong ou de la danse? Sérieux, c'est les sports qui font le moins travailler notre corps, surtout en EPS, car on fait pas du compétitif. Je me demande si la France va avoir des citoyens obèses qui meurent à 40 ans, ou un pays solide avec des gens motivés qui ont confiance en eux. D'ailleurs, vous avez sûrement dû entendre parler du développement personnel. Ces chaînes YouTube qui t'apprennent à devenir la meilleure version de toi-même via le sport, le travail et l'apprentissage. Et c'est génial, perso, ça a changé ma vie. Néanmoins, pourquoi on trouve ça sur YouTube et pas à l'école? Les cours de confiance en soi, de relations hommes-femmes, de discipline, de santé, de nutrition. En fait, des cours sur comment bien vivre avec soi et avec les autres. Pourquoi ils ne font pas partie du programme scolaire? Le but d'un État est d'avoir une société la plus saine possible, alors pourquoi il ne met pas ce type de cours en place? À vrai dire, les cours de développement personnel ne sont pas du tout les seuls qui manquent, loin de là. Il y a aussi tous ceux sur comment bien gérer sa vie et son argent en société. À supposer qu'on fasse des études, à la fin
il y a des factures à faire, un loyer à payer, des chèques à signer, bref, la vie de tous les jours quoi. Sauf que si nos parents ne nous apprennent pas ce genre de choses, bah on est dans la merde. Et c'est pas tout, car la gestion financière, c'est plus que de simples factures. C'est investir son argent, se construire un futur et ne pas mettre dans un livret A toutes ses économies alors qu'il est voué à perdre de la valeur. Et ouais, le livret A a un taux de rendement égal à la moitié de l'inflation. En fait, des trucs tout cons que tes parents ne savent pas forcément, parce que personne ne leur a dit. Pour la simple et bonne raison que leurs parents ne le savaient pas non plus. Car l'école ne l'a jamais appris à personne. Et la question à se poser, putain, c'est pourquoi? Pourquoi l'école n'apprend pas aux enfants à se construire leur propre retraite en mettant de l'argent de côté dans des actions ou dans de l'immobilier? Pourquoi l'école n'apprend pas aux enfants qu'ils ne peuvent pas dépenser tout leur argent dans des drogues comme le tabac ou les casinos parce que sinon ils meurent tout simplement? Pourquoi l'école n'apprend pas aux enfants que s'endetter c'est mauvais parce que c'est remettre un problème majeur à plus tard, la pauvreté? En gros, pourquoi l'école ne participe pas au futur économique et social français? Je pense que c'est parce que l'État a honte. Honte de ne pas être capable en tant que soutien social de subvenir totalement aux besoins de la population. Il a peur d'apprendre aux gens ce qu'ils devraient faire car il n'a pas su tenir son rôle et donc ses promesses. C'est tellement dommage. Mais remuons une dernière fois le couteau dans la plaie en parlant de tous les pays qui ont fait mieux que la France sur le plan éducatif. La Finlande. Il y a moins d'heures de travail et plus de pédagogie active. Les enseignants sont très bien formés et gèrent de petites classes dans lesquelles il y a beaucoup de TP. Ici, l'objectif est d'apprendre à penser, pas à réciter. L'Estonie. Là-bas, le numérique est très utilisé et les méthodes d'apprentissage sont basées sur l'autonomie et la créativité. Le système est peu hiérarchique et souvent très souple, facilitant les communications élèves-professeurs. Les Pays-Bas. Le climat scolaire y est détendu mais efficace, car la méthode d'apprentissage se concentre sur l'élève, lui faisant travailler avec des TP et de la collaboration. Par ailleurs, les profs et les élèves sont autonomes par rapport au programme scolaire. Le Canada au Québec. On y retrouve une relation saine entre élèves et professeurs, et une approche très centrée sur le développement global de l'enfant. Enfin, comme pour les autres, il y a plus d'activités pratiques et moins de bourrage de crâne. Bon, la vérité, c'est que même si l'éducation nationale décide de tout changer pour faire la meilleure école possible, ça servirait à rien. Pour la simple et bonne raison que l'école n'est pas utile pour gagner sa vie, dans un épanouissement total et un bonheur maximisé. Et ouais, on va enfin entrer dans le deuxième acte qui me fait dire que l'école est en train de mourir. Mais avant de vous dire pourquoi, laissez-moi vous poser une question. Seriez-vous prêt à gagner un salaire décent, plus élevé que la médiane française, soit plus de 2200 € par mois net, en ayant fait 1 à 6 mois d'études et surtout en faisant quelque chose qui vous plaît? Non, qui vous passionne. Je pense que la majorité d'entre vous dirait oui, moi le premier. Alors, écoutez-moi bien. Tous les métiers manuels, ou en tout cas qui ne se font pas derrière un ordi, n'ont pas besoin d'études. Et pour vous l'expliquer, laissez-moi vous présenter la méthode LV développée par le youtubeur Lohan LV. Vous choisissez le métier de vos rêves, disons une pâtisserie, et vous vous rendez à une enseigne où il s'exerce, ici une pâtisserie. Après, vous allez leur demander de travailler gratuitement en échange d'expérience. La durée du stage sera déterminée par vous au préalable selon la difficulté du métier choisi. Et la pâtisserie, il y a 95% de chances qu'elle vous accepte. Parce que même si vous n'avez pas d'expérience, la main d'œuvre gratuite, ça se refuse pas. Bon, disons que vous faites 3 mois de stage. À la fin, si vous vous êtes impliqué, vous savez tout faire. Vous êtes presque devenu pâtissier professionnel. Et tout ce qu'il vous reste à faire pour engranger un salaire, c'est demander un contrat de travail à la pâtisserie que vous avez fait votre stage. Car si le feeling est bien passé et que vous êtes devenu réellement autonome, il y a vraiment moyen qu'il vous accepte. Mais disons que c'est pas le cas. Bah c'est pas grave, parce qu'un CV avec 3 mois d'expérience vaut bien plus qu'un CV avec 2 ans d'apprentissage et de théorie. En fait, vous allez faire toutes les pâtisseries du coin et il y a 99% de chances que vous y trouviez du travail. Néanmoins, cette technique ne marche que sur les métiers qui ne demandent pas de grosses connaissances théoriques. Donc médecin ou avocat, c'est mort. Alors comment gagner plus qu'un médecin en ne faisant que 6 mois, 1 an d'apprentissage? Tout simplement via la méthode numéro 2 qui consiste à devenir auto-entrepreneur ou freelance. Ok, étape 1, vous achetez une formation pour apprendre une compétence qui vous plaît et qui est pas forcément monétisable à la base. Donc montage vidéo, copywriting, designer web, piano ou même musculation, ça marche parfaitement. Je le redis, l'objectif c'est de choisir quelque chose qui vous passionne. Étape 2, pendant 1 à 3 mois, vous allez apprendre uniquement la partie théorique à l'aide de la formation. Bien sûr, l'idée c'est de faire de l'apprentissage actif, pas de juste regarder une formation et de prendre des notes, ça marchera pas. Étape 3, pendant 5 à 9 mois, vous allez offrir vos compétences gratuitement. Et il y a 2 façons possibles pour le faire. La première,
première, c'est en apprenant votre compétence à autrui. Et la deuxième, c'est en utilisant votre compétence pour autrui. Par exemple, pour le piano, soit vous l'apprenez aux autres, soit vous faites des musiques pour les autres. Étape 4, quand vous vous sentez prêt et professionnel, vous allez vendre vos compétences de la même façon qu'à l'étape d'avant. Soit en étant un professeur, soit en étant un freelance. Un freelance, ça veut dire qu'on vous paye pour réaliser une tâche complexe. Donc voilà, maintenant vous savez comment on fait de l'argent sans aller à l'école. Et je vous vois, tous ceux qui me prennent pour un débile parce que je dis aux autres comment faire de la thune alors que je suis pauvre, c'est parce que je suis encore dans la phase d'apprentissage puisque j'ai choisi la méthode numéro 2 avec YouTube comme business. Donc si j'ai pas en rond, c'est que j'ai commencé il y a seulement 2 mois. Bon, le truc c'est que jusqu'à maintenant, je vous ai pas dit ce qui me fait le plus peur quant à l'avenir de l'éducation. Ou plutôt quant à notre avenir à tous. Je parle de l'intelligence artificielle. Et ouais, à cause d'elle, l'école forme les chômeurs de demain. Et c'est de ça dont parle l'acte 3 de la vidéo. Et je vais vous affirmer tout ça avec une presque certitude car je m'appuie sur de grosses pointures. Dans une interview du créateur de Doctissimo, Laurent Alexandre, écoutez-le juste 10 secondes. L'école forme nos gamins à être les chômeurs du futur et a été écrabouillée par l'IA. Personne à l'université n'a réfléchi à la complémentarité entre l'IA et l'intelligence humaine, ce qui est un très grave problème parce que dans les domaines où ça a été étudié comme la médecine, mon univers, les cerveaux biologiques sont anti-complémentaires de l'IA. IA plus médecin, ça fait moins bien que IA toute seule sans médecin. Ok, c'est déjà assez chaud, mais c'est pas tout. Car on y apprend que ChatGPT O3 a 136 de QI, soit supérieur à 90% des Français. En plus, il gagne 1 point de QI par mois. C'est juste évident qu'un jour l'IA sera plus intelligente que 100% des Français. Des humains. En plus, elle ne sera pas spécialisée, mais meilleure que nous dans tous les domaines. Pour vous faire un parallèle avec les étudiants américains, leur QI a baissé de 17 points depuis 1950. Les IA vont surpasser la plupart des métiers, donc faire des études n'est plus vraiment utile. Sérieux, dans 10 ans, on est à peu près sûr que la super IA sera là, et elle surpassera tous les médecins. Si actuellement la productivité dans les bureaux augmente toujours, c'est parce que 50% des travailleurs utilisent l'IA. Et les chiffres le prouvent, car on parle de 500 millions d'utilisateurs réguliers de ChatGPT par mois. Bill Gates est même convaincu que le travail va disparaître et que nous vivons les dernières années de celui-ci. Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, pense pareil et suppose que ChatGPT 5 sera plus intelligent que lui alors qu'il a 160 de QI. Mais moi j'ai pas autant, c'est incroyable. Non, je gueule. Nous ne sommes juste pas compétitifs face à elle, car c'est la seule qui peut combiner son savoir sur les chimpanzés, sur la matière grise et sur le cancer du foie. Ce qui la rend, contrairement aux a priori, ultra intelligente et surtout ultra créative. Dites-vous que Dario Amodei, fondateur de Claude, la 3e IA la plus utilisée au monde, a déclaré à plusieurs reprises que l'espérance de vie va doubler durant les prochaines années. On va vivre 150 ans les mecs. Et les filles, évidemment. Et Demis Hassabis, prix Nobel de chimie qui gère l'IA chez Google, pense pareil. Car il est convaincu que l'ensemble des maladies de l'espèce humaine seront guéries grâce à l'IA d'ici 2035-2040. Ce qui engendre plus aucun hôpital et seulement des centres de vaccination et de prévention. Donc presque plus de médecins. On se croirait dans un film de science-fiction. Sérieux, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais choqué. Et je pense que c'est pareil pour vous. Le monde va drastiquement changer et beaucoup de métiers vont disparaître. Alors oui, l'école est en train de mourir. Car au final, à quoi elle sert? À quoi bon former des gens qui seront remplaçables par un outil quasi gratuit? Ça n'a aucun sens. Oh mais attendez, et si on pouvait faire autrement? Et si notre avenir d'étudiant ou de salarié pouvait quand même être assuré malgré la tempête qui arrive? Car oui, on peut faire en sorte de ne pas sombrer dans la pauvreté éternelle et de devenir riche à tout jamais. Cette solution qui peut paraître magique, c'est l'entrepreneuriat. Et je parle pas de la méthode 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, le but n'est pas de vendre son temps contre de l'argent, mais bien de créer une source de valeur. Car l'argent n'est qu'un vecteur de cette dernière. Donc pour en gagner, il suffit de créer quelque chose qui a de la valeur aux yeux des gens. Vous devez trouver une idée, une solution qui résout un problème que personne n'a jamais résolu. Automatisez votre vie grâce à l'IA et développez un produit qui vous rendra indispensable. C'est la seule manière de s'en sortir durablement dans le futur qui se profile.